salon. Et comme prévu, nous vous présentons le docteur Brahim Ben Youssef, le professeur et docteur Brahim Ben Youssef, donc sociologue, urbaniste, professeur à l'université, qui va nous parler du sujet comment aborder, comment approcher les patrimoines. Et bien sûr, en parallèle, il peut dédicacer après la conférence ou tout à l'heure son livre, donc sur l'architecture du Mzab, sur la sociologie, et puis bon, on apprend beaucoup de choses sur son livre. Il y a aussi pompe et culture. Je vais sans tarder lui passer la parole, et puis comme ça, il va faire sa conférence et vous pourrez réagir. Merci bien. Honorable assistance, d'abord je tiens à remercier l'association Silicon Auvergne pour l'invitation et puis pour nous offrir cet espace d'échange, de rencontre très convivial, très amical et surtout très instructif. Sans trop tarder, mon intervention s'articule autour des enjeux de culture, patrimoine et développement. Je vais d'abord faire un passage à travers 3 constats avant de passer à un modèle de lecture à travers le Mzab, regard d'urbanisme et de sociologie. Alors, ces constats se résument comme suit. Le premier, c'est que nous avons une tendance à la mondialisation et qui facilite la mobilité de l'homme dans l'espace et qui finit par la formation d'espaces géants où se concentre une diversité de cultures et d'humains. La mondialisation est un processus irréversible. Dans quel sens? Dans le sens où il poursuit la même trajectoire qu'autrefois l'urbanisation avait amorcée. Ça veut dire la production, la tendance à produire des espaces géants, mais où se concentrent aussi des masses d'humains. Et c'est aussi un espace de concentration, de croisement de diverses origines, de diverses cultures. Et ce que j'appelle là l'ordre de la diversité qui s'impose de plus en plus. Alors, sur ce plan, sans trop tarder, je dirais, comme je ne cesse de le répéter, le combat de la diversité s'impose à l'humain plus que d'une façon urgente, étant donné que nous n'avons pas de choix. Il y a 2 chemins, 2 voies, soit de vivre dans ce gros village en guerre ou de vivre en paix. Et dépendamment de notre choix, il va falloir mettre de l'avant tous nos efforts pour installer les conditions de la solution que nous envisageons. Et si c'est celle de la paix, quoi qu'elle soit démunie de la force et de la puissance que les pouvoirs ont, mais elle dispose de sa force qui réside dans l'énergie que procure la noblesse de l'éthique humaniste, et la noblesse du mandat et de la mission. Le deuxième constat, c'est que avec la mondialisation, il y a une tendance à la neutralisation de la différence, à l'émergence du modèle standard sur tous les plans. Par conséquent, ceci génère et engendre, de l'autre côté, un regain d'intérêt vers la réinvention du génie local et de la diversité. C'est ce que j'appelle la dialectique entre l'universel et le local. Quoique la tendance est vers l'universel, c'est cette poussée, cette menace de neutralisation et d'aliénation de l'humain qui fait renaître chez l'homme un regain d'intérêt vers le sens humain des choses et vers le génie humain et vers le savoir ancestral. Le deuxième constat
c'est davantage par rapport à la tendance poussée vers l'automatisation de la vie sociale. Ceci également constitue une menace qui engendre chez l'homme un regain d'intérêt vers le génie local, vers le sens humain, afin de rompre avec cette dénaturalisation du fait humain. Donc, ça, à ce stade, l'homme se sent menacé de cette rupture de son humanité. Il voudrait, à travers ce regain d'intérêt vers le génie local, le génie humain, renouer avec son humanité. La troisième tendance, c'est au niveau des processus de croissance. Ce sont des processus qui se font de plus en plus destructifs de tout ce qui est naturel. Alors, il y a également non seulement une menace à l'aliénation du sens humain de la vie et de l'existence, mais également il y a une menace à la nature. Donc, à ce stade également, on constate qu'il y a un regain d'intérêt vers le génie local et vers le savoir ancestral, dans le sens de rechercher des pistes pour renouer avec des procédés respectueux du milieu naturel. Dans tous ces constats relatifs aux tendances actuelles et qui s'articulent autour de la mondialisation, on retrouve également dans cette dialectique un regain d'intérêt vers le local, vers le divers, et c'est là où la diversité s'impose comme ordre. Ce qui, par conséquent, met de l'avant cette recherche rétrospective vers soi. À travers quoi? À travers le patrimoine. C'est ainsi que l'on se retourne en arrière, que l'on fait un recul afin de revoir en perspective comment les choses se faisaient autrefois et puis de restituer le processus afin de déceler des pistes de solutions qui vont dans le sens de renouer avec le sens humain des choses et de l'existence. Ceci donc d'une façon globale pour saisir un petit peu l'importance du patrimoine dans cette logique de mondialisation. Et se trouve maintenant la question qui se pose: de quelle façon pouvons-nous avoir une approche intelligente de ce patrimoine? Alors, c'est à ce niveau qu'il va falloir aussi réfléchir sur la façon la plus appropriée afin de tirer le bon côté de ce patrimoine. Autrefois, la fonction de la rénovation, de la restauration et de la préservation du patrimoine se limitait à la logique conservatrice, ça veut dire pour satisfaire d'exigences de mémorisation. C'est plus la fonction de base de la conservation patrimoniale qui se trouve la fonction muséologique. C'est vrai, c'est indispensable. Préserver la mémoire de la ville, de la société, de l'histoire, c'est quelque chose d'important, et puis qui trouve sa matérialisation dans le produit muséologique. Mais il se trouve qu'en ce moment, on se situe dans une logique plutôt avancée, dans une logique de rechercher un sens à notre vie, à l'ère où la tendance va vers l'aliénation de l'homme, de son humanité. Ce qu'on retrouve un petit peu partout dans tous les sens, au niveau des procédés économiques, au niveau de la production, des mécanismes de production culturelle, etc. Tout va vers le nivellement. Et l'homme a horreur du monotone comme il a horreur du vide. Et il est pratiquement poussé à rechercher
dans la variété, dans la diversité, une richesse qui lui redonne goût à son existence. Alors, c'est à ce niveau qu'il va falloir réinscrire la recherche patrimoniale dans une logique de recherche du sens de la vie et puis recherche de la recherche de pistes de solutions pour des enjeux et des problématiques actuelles. Alors, reconstruire un processus, c'est pour déceler les points forts et les points faibles de ce processus afin de reprendre ces forces et de les réinscrire dans des contextes d'enjeux contemporains, ce qui pourrait être une bonne façon intelligente d'approcher le patrimoine. Il est vrai qu'en termes de technique, je pense que les sciences humaines et les méthodologies appliquées dans les sciences sociales et humaines, les techniques d'investigation et de recherche, aussi bien en matière de sociologie, en matière d'architecture, en matière d'urbanisme, en matière d'environnement, sont toutes là pour nous fournir suffisamment d'outils et d'éléments. Moi, j'ai beaucoup d'admiration un petit peu à toute approche structuraliste, systémique, qui sont très, très agréables, qui sont très appropriées pour ce genre de travail. Ce n'est pas donc ce n'est pas la façon qui manquerait. Ce qui manquerait plutôt, c'est la vivacité du regard, la détermination du regard. Il va falloir que notre regard au patrimoine soit plus vif et puis soit plus déterminé en matière de réinscription de la recherche patrimoniale dans des logiques de solutions pour des problèmes contemporains. Le grand défi dans tout cela, c'est comment réapproprier l'esprit de ce savoir tout en s'affranchissant du modèle. Pourquoi? Parce que le modèle est une forme figée dans le temps et c'est une réponse ponctuelle à un problème figé dans le temps et dans l'espace. Donc reproduire tel quel le modèle, ce n'est pas ça aussi une approche dynamique du patrimoine. C'est plus de quelle façon s'approprier l'esprit de ce patrimoine, de ce génie local, de ce génie humain, tout en s'affranchissant du modèle. Voici un des défis. Alors, c'est un petit peu l'invitation à cette réflexion, à cette démarche qui nous interpelle plus que d'une façon urgente, étant donné que vous vivez tout ce que subit actuellement l'humanité en termes de nivellement, en termes d'aliénation, sans qu'elle le sache. Vous voyez, l'effet des médias, l'effet des médias sociaux, etc. Lorsque la communication humaine se fait remplacer par la communication virtuelle, lorsque les membres de la même famille assis dans la même table communiquent entre eux par interférence, à travers la machine, c'est un petit peu l'ordre vers lequel nous allons. Et nous y sommes. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'il nous réserve dans le futur. Lorsque je vois comment l'homme est davantage dépendant de la machine, je veux bien accepter l'intelligence artificielle. Elle fait une percée extraordinaire. Oui, c'est beau, mais dans quelle mesure c'est cette technique qui est au service de l'humain et non l'humain qui est l'esclave de cette technique. Avec cette intelligence artificielle qui va actuellement déjà, les tests se font sur la conduite automatique de la voiture. Qu'est-ce qui resterait de l'effort humain? Est-ce qu'on ne va pas subir tout simplement une disparition à long terme de toutes nos fonctions qui font de nous des êtres intelligents? Sans la machine d'aujourd'hui, est-ce que l'humanité était privée du génie? Il y avait des Einstein qui ont bien calculé avec le crayon sur des murs lorsque les tableaux ne suffisaient pas. Ce sont toutes des questions qui nous interpellent. Je ne sais pas combien de temps la dictée va
va résister, je ne sais pas combien de temps, la grammaire, la conjugaison vont résister devant la capacité du Word, de tous ces logiciels qui corrigent automatiquement. Et au fur et à mesure, je crains que l'on perd aussi bien notre grammaire, notre façon de penser, notre intelligence, notre façon de faire et même notre effort physique. Maintenant, on se fait livrer. On va conduire à notre place. Je ne sais pas qu'est-ce qui resterait de l'humain. C'est un petit peu cette question, cet enjeu existentiel qui replace une fois de plus le patrimoine au cœur de l'enjeu humaniste de notre siècle. Voici donc, j'étais ravi d'ailleurs, là je vais juste pour passer un petit peu vers le modèle, j'étais ravi, à raison, de cette rencontre. Pourquoi? Parce que j'ai retrouvé que par rapport à tous ces défis qui préoccupent la plupart des gens, de voir qu'il y a des essais, des pistes de mise en œuvre de toute cette philosophie. Je l'ai vécu directement grâce à des projets comme Tigurani, le projet des comptes Kaby. Là, j'étais ravi de tous les projets que mène Algérie comme Even. Je viens de voir qu'effectivement, le combat le combat de la diversité, il est là, il est en cours, il a pris son chemin, je suis très ravi. Le combat de la renaissance du sens humain et de l'existence humaine est en cours. Certes, ils avancent avec des pas lents, des moyens restreints, face à toutes les machines des grands pouvoirs, des multinationales et de tout ce qui préside la production culturelle et qui guide un petit peu le sort humain, qui le force à accepter ce sort, c'est vrai, mais elle se nourrit de sa force, de sa noblesse et de sa fierté. Elle est là pour servir l'humain et pour réhabiliter le sens humain et pour rendre à l'existence son humanité. Et je suis très fier et je vous en félicite énormément. Là, par exemple, je vais vous parler d'une ZAC qui est le sujet d'un livre que je viens d'éditer et qui constitue, je vais le traverser rapidement parce que pour le temps qui m'est alloué, juste pour voir un exemple de cette lecture que j'appelle lecture dynamique du patrimoine. Puis le deuxième, c'est Pente de culture, c'est toujours dans cette même lancée, le combat pour la diversité, le combat de la diversité. Nous sommes confrontés à une situation où nous sommes tenus et obligés de vivre ensemble avec nos différences. On n'a pas le choix que d'implanter les conditions qui vont faire de cette diversité une source de richesse. Et comme le dit Weber, grâce à la diversité que est générée l'interaction, et grâce à l'interaction que l'innovation intervient, et grâce à l'innovation que le progrès a lieu. Donc, faisant de cette diversité cette belle rencontre des cultures, ce croisement pour le progrès et l'amitié. Alors, les ponts de culture, ce sont justement tous ces acteurs, soit des écrivains, des artistes, des associations, des acteurs sociaux qui sont là pour mettre en conjugué les identités au pluriel, conjuguer les cultures au pluriel et produire la rencontre, grâce à la rencontre, que jaillit la lumière, cette lumière qui va certainement dissiper les peurs et les craintes des uns et des autres, qui va apaiser les esprits, qui va produire l'amitié et écraser le racisme et l'exclusion et l'aliénation. Bien, alors rapidement, je ne veux pas abuser, donc l'UNZA, succinctement, c'est un modèle urbanistique et social situé
en Algérie, à l'Oasis, dans un contexte oasien, à 600 km au sud d'Alger. Il a ça de particulier que ce sont des villes, des cités jardins qui ont su préserver un équilibre extraordinaire entre nature et culture. Ce sont des cités millénaires, mais qui ne sont pas conservées dans des musées. Ce sont des cités millénaires au bout du jour. C'est ça le plus beau et qui reflète un petit peu un exemple de ce que je viens de dire. Donc, il y a un double regard, je dis regard d'urbanisme et de sociologie, dans les deux sens. Je voudrais savoir, dans cet urbanisme, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon, dans une perspective de produire un développement durable, respectueux du milieu et respectueux de la part des générations montantes. Et puis un regard sociologique. Nous sommes également dans une ère où nous avons une tendance accélérée aux mutations, aux changements sociaux, au point où nous n'avons plus le temps de faire le recul, de voir comment les choses se passent, ni même le temps de documenter le présent. Mais dans toute cette ruée vers le nouveau, il y a quand même des situations conflictuelles, il y a des troubles qui viennent de temps en temps secouer la paix de l'humain et perturber la quiétude, la sérénité sociale. Alors, c'est dans cette perspective que je me dis, il y a lieu aussi de faire une rétrospective sur le processus de construction sociale pour voir un petit peu comment la genèse de nos systèmes sociaux et comment ont-ils évolué, puis déceler les moments forts, les moments faibles, et puis de voir dans quelle mesure des choses peuvent nous servir pour apporter des solutions à des enjeux et à des problèmes actuels. Voici à peu près la perspective de la production de ce livre. Alors, un mot sur l'auteur, ça dit. Alors, vous découvrez l'urbanisme millénaire du jour, l'ami de la nature, c'est tout ça. Et là, on voit un petit peu, sur le plan géographique, la position géographique, à 600 km au sud d'Alger, et puis dans un milieu saharien et également par rapport à tout le contexte de l'aridité. Et là, nous avons également le problème hydrique. Ce sont des régions très arides et très pauvres en ressources hydriques, ce qui par conséquent a su engendrer une capacité de résilience extraordinaire, et c'est là où le génie humain se manifeste dans ces situations de crise afin d'apporter des solutions à l'échelle humaine et qui sont extraordinaires et qui continuent toujours à fonctionner à l'ère de la technologie. Alors, parole à l'histoire, le Sahara était quand même un domaine très riche en matière d'échanges économiques à l'époque médiévale, à travers tout ce réseau de routes de l'or qui sillonnaient les régions sahariennes pour échanger entre l'Afrique septentrionale et la Méditerranée. Ce qui est beau dans ce contexte médiéval, c'est que à l'époque, ces caravanes n'étaient pas limitées à l'échange de produits et services, mais également c'était des circuits de circulation d'art, de technique, de foi et de culture. Ce qui, par conséquent, a produit à travers ce désert physique un paradis culturel, paradoxalement, et que tous ces sites qui faisaient foi de transit bénéficiaient à la fois de ce passage des caravanes et du résidu de cette richesse économique pour faire fleurir des centres de savoir et de foi extraordinaires. Je ne sais pas, Vicky, on parlait de la région de Changuiti, en Mauritanie, en est un exemple. Toute la région d'Adra, Timimoun, en est un autre exemple. Ce sont des foyers de culture extraordinaires qu'il va falloir peut-être réinscrire dans les trajectoires touristiques actuelles, ainsi de suite. Bon, je ne vais pas parler encore. Maintenant, un mot sur les principes régulateurs de l'urbanisme. Sur quelle base sont fondées ces sites? Ces cités sont fondées dès lors
avec une planification volontaire sur la considération de l'unité territoriale comme étant composée de deux fonctions indissociables. L'espace à bâtir et l'espace végétal en faisaient une seule unité. Donc il fallait trouver à chaque fois, répartir le sol tel que configuré pour implanter un espace ou une zone pour la construction, c'est celle qui se trouve sur les monticules en dur et qui s'y prête versus les conditions de sécurité et versus la durabilité du matériau. Par contre, toute la vallée était réservée à la végétation. Entre les deux, entre la cité vivante, le monticule, et la cité végétale, il fallait mettre toute une scène en bas de la cité construite, en bas du monticule, il fallait mettre une ceinture de cimetières. Ainsi, paradoxalement aussi, ce sont les morts qui deviennent les protecteurs et les garants de la cité vivante. Il ne fallait pas, au-delà des cimetières, doit s'arrêter la cité pour laisser naître la cité végétale. Et voici de quelle façon les choses ont été abordées. Donc l'équilibre naturel, on le voit ici à travers des photos. Donc nous avons la mosquée, le minaret tout au sommet du monticule, avec toute la masse bâtie qui domine sur plan la vallée végétale, comme vous le voyez, qui s'étale en tapis vert sur toute l'étendue de la vallée. Deuxième principe, c'est l'eau. Comme je viens de dire, donc, ce sont des contrées très arides qui souffrent d'une sécheresse et de ressources très avares. Par conséquent, toute la vie est suspendue à des mécanismes ou des ouvrages ou des outils de gestion de l'eau pour matérialiser trois besoins. Le premier besoin, c'est la retenue. Donc, nous avons des digues, comme la digue de retenue, des digues de retenue, et nous avons le surplus qui se déverse vers des plaines d'épandage afin qu'il soit absorbé par la nappe, nourrir la nappe phréatique, et puis qu'il soit stocké et repris dans des puits tout le long du temps restant. Et il y a une partie qui va être des pères répartiteurs vers les quartiers. C'est ce qu'on voit avec ces galeries souterraines que chacune distribue une partie de cette eau vers une parcelle de jardin. Donc nous avons la retenue, le stockage, la distribution de l'eau immédiatement. Ce sont des ouvrages communautaires, c'est-à-dire à l'échelle humaine, et qui se répètent, mais qui ont cette force d'être capables de retenir la moindre goutte d'eau et de gérer d'une façon très rationnelle ces ressources hydriques et de permettre donc à la vie de continuer. Ça, c'est pratiquement le grand défi dans le monde oisien. Alors, la structuration du territoire, comme je dis, il est culturel. Il ne subit pas les choses. Il n'agit pas d'une façon spontanée dans la production de ses vies, ni dans l'organisation de son espace. Il agit à partir de schémas mentaux ou de préalables. Il a un idéal à projeter dans l'espace. Alors, par rapport à cet idéal, l'homme a toujours horreur. La nature a horreur du vide, et l'homme a horreur également des horizons vides, dénudés, démunis de sens. Ça veut dire les horizons, les espaces sans commun, sans limite et sans fin. C'est pour cela que l'un des premiers principes, c'est de structurer le territoire avec trois éléments architecturaux très importants. L'un, c'est la tour, le Burj qu'on voit, un petit peu distribué sur tout le long de la vallée et sur les points dominants. Donc, ce que j'appelle le garant de la paix pour la sécurité. Le deuxième, c'est le puits. Ils sont également des ouvrages qui sont dispersés tout le long de la vallée. C'est à partir de là que l'on récupère l'eau emmagasinée dans la nappe phréatique et qui sont parsemés un petit peu partout au niveau de la cité bâtie, creusée même à 300-400 mètres au sol du
dur de la roche, et ils sont également tout le long de la vallée, c'est le garant de la vie. Et puis nous avons le salat, l'aire de prière, qui est aussi le garant de la foi. Ils sont aussi des aires de prière, d'État, qui sont dispersés un petit peu partout, et qui font foi à la fois de lieux de foi et également de rencontres, de célébration de la connaissance et du savoir, car c'est là où se tenaient auparavant les cercles d'instruction et d'apprentissage. Alors, l'Institut du Musab, à l'intérieur maintenant du monticule, donc nous avons un plan radioconcentrique, alors qui suit pratiquement, il s'adapte avec la configuration topographique du monticule. Nous avons donc des voies circulaires qui délimitent des portions selon le rebond du plateau, et nous avons des radiales qui descendent d'en haut en bas et qui percent, à partir de la porte, percent des voies vers le bas. À la rencontre des radiales et des circulaires, nous avons des îlots qui se dégagent, et au fur et à mesure, donc, des parties viennent s'étager au fur et à mesure d'en haut en bas. Donc on voit les deux photos. Nous avons le haut du monticule qui est symbolisé par le minaret et la mosquée, et le bas qui est symbolisé par le deuxième centre, le centre profane, le centre d'activité économique. Alors au niveau comme je dis, elle est faite également pour très adaptée aux exigences du climat désertique. Nous avons tous les parcours. Ce sont des parcours qui ne continuent pas d'une façon linéaire, mais qu'à intervalles de 100 mètres ou 200 mètres, dépendamment de l'échelle de la voie, il produit soit un retrait ou une avancée par alternance, de façon à finir par des voies qui sont visuellement, qui butent contre un écran visuel. Cette forme en zigzag, qui est volontairement utilisée, elle est faite pour deux raisons. Une raison climatique des brises vent, et également une raison sécuritaire pour les brises vues. Sacralité de l'urbanisme, on le voit, donc la présence de la foi est très forte à travers tous ces ouvrages de foi. Le climat et l'urbanisme. Alors, cette adaptation se matérialise, se traduit par le choix des systèmes d'architecture, toute la circulation d'air et de lumière, elle se fait non pas latéralement, mais par des puits de lumière, elle se fait à l'intérieur. Donc, ce sont des masses introverties qui sont ouvertes au ciel, et c'est à partir du ciel, à partir de ce trou central, que se fait l'essentiel d'éclairage